Bonjour tout le monde, bon matin, on va débuter. Merci beaucoup d'être présent aujourd'hui. Nous sommes très heureux de vous avoir parmi nous et nous envisageons une journée excitante et interactive avec vous. Nous avons quelques items avant de débuter. Donc ceci c'est une séance qui va durer toute la journée. Si ceci n'était pas clair, vous êtes toujours les bienvenus de demeurer avec nous toute la journée et nous sommes très heureux de vous avoir parmi nous. Donc voilà, ça c'est une chose. En deuxième lieu, il y a un petit changement sur l'horaire qui n'apparaît pas sur le site web. Donc, notre présentateur, le deuxième, 10h30, c'est M. Thompson. Et à 1h PM, c'est Maxime Ratner. Mais sur le site web, je pense que ça a été inversé. Juste pour vous informer, nous avons une annulation, malheureusement, hier, dernière minute. Shirley ne sera pas capable de se joindre à nous aujourd'hui. Donc, nous avons étendu la période de questions et de discussion pour l'interaction et je pense que c'est excellent d'avoir cette opportunité de parler entre nous et de discuter de plus sur les présentations et nous avons hâte de faire ceci aussi. Donc, pour le moment, je pense que j'ai terminé pour les petits points administratifs. Nous allons faire une reconnaissance de territoire et nous allons par la suite poursuivre. Nous voulons débuter par reconnaître que le Congrès prend place sur le territoire non cédé autochtone à Knienga-Haga de la nation. Ils sont reconnus comme les personnes qui originent sur le terrain. Noatgain est reconnu comme un lieu de rassemblement pour beaucoup de Premières Nations et aujourd'hui, ça abrite de nombreux gens de toutes émanations. Nous reconnaissons tous les personnes du passé, actuel et du futur de la communauté autochtone de Montréal. Encore plus de points administratifs pour les crédits de formation médicale continue. Bienvenue à Montréal. Pour ce congrès international, nous sommes très heureux d'être de retour parmi vous. Et j'espère qu'on pourra avoir les diapos. Pour la formation continue, pour la formation continue médicale, le bureau se trouve dans le hall d'entrée principal. L'accréditation sera envoyée par courriel après le congrès. On veut remercier la comité médicale qui supervise l'organisation, surtout durant la pandémie. Et on remercie beaucoup tout leur travail. Ils ont fait un excellent travail pour réaliser ce congrès dans ce environnement délicat affecté par la COVID, par la pandémie. Et les, le conseil donc de McGill, on remercie. On remercie Alexandre et Susan Bryan qui ont été des acteurs clés du comité. On veut aussi reconnaître tous les autres membres du conseil qui font partie, que vous voyez ici sur la liste. Je ne prendrai pas de la lire, mais il y a beaucoup de gens qui ont travaillé très fort, qui ont rendu tout ceci possible. Ce programme a bénéficié de subventions de tous les partis et sont toutes présentes sur le site web et on veut vraiment les remercier car sans leur participation, cet événement, ce congrès n'aurait pas eu lieu ici à Montréal. En conclusion, pour les exécutifs de formation, on va regarder les valeurs de soins au niveau local et régional et ceci se reflète dans notre présentation. On regarde finalement les soins psychosociaux au niveau de la communauté, de la famille et au niveau individuel. Donc c'est vraiment un titre qui
met en relief le côté collectif. On parle aussi sur les enjeux externes. On va regarder des thèmes de recherche et décrire les développements en médecine, en pharmaceutique, en prestation de soins. On va avoir une approche globale. On va évaluer les développements en matière de prestation de soins. On va aussi donner plus de temps aux présentateurs. Ils ont travaillé très fort et je vais leur accorder le plus de temps possible. On souhaite aussi évaluer les conséquences de COVID sur le deuil. Il y a beaucoup de recherches sur les derniers mois concernant l'impact des ressources de deuil et l'accès aux ressources en matière de deuil. On va regarder les rituels, comment la COVID a affecté les rituels et la mort, et comment est-ce que la COVID a affecté aussi le taux de la mort et notre relation finalement face à la mort et nos interactions entre nous, entre les membres de la société. Donc, qui sont les gens vulnérables? Qui sont ceux qui ont bénéficié à la vaccination? On va avoir beaucoup de discussions à cet égard et nous allons avoir des gens qui émanent à travers le monde qui vont partager euh, leur vécu. Et vous avez des cartes qui sont colorées différemment. Si vous n'avez pas le collant, si vous êtes confortable avec l'interaction, allez chercher votre collant à l'entrée et qui présente votre personne. Donc, sans délai, je vais donner la parole à Zelda qui va présenter le prochain présentateur. Bonjour, je suis Zelda Freda, je travaille ici à Montréal en tant qu'une consultante clinique dans notre réseau de soins de santé et je travaille avec Patrick. Nous sommes très heureux d'être ici. Un de nos membres du comité sont ici et je veux reconnaître tout le travail qu'elle a mis en place, Susan Blacker, qui est présente à Toronto et elle a travaillé avec nous pour permettre la réalisation de cette journée. Je voudrais présenter notre présentateur aujourd'hui. Nous sommes honorés d'avoir parmi nous Terry Otilio ce matin. Vous reconnaissez son nom possiblement car son nom est très symbolique au niveau du travail social et soins en palliatique. J'espère que j'ai bien prononcé votre nom. Et c'est une travailleuse sociale accréditée avec plus de 30 ans de, d'expérience. Elle a aussi reçu le prix de fellowship et de direction de la société qui regarde la mort aux États-Unis. Et elle travaille aussi avec un réseau de 900 travailleurs sociaux. Et je vous invite à vous joindre à cette ressource. Je devais ajouter ce point. En 2013, Terry a été sélectionnée pour recevoir le projet sur Death in America, un prix pour sa carrière. Elle donne des formations internationales et nationales sur la gestion de la douleur, sur l'éthique, les soins palliatifs et les enjeux psychosociaux. Elle forme des programmes de travail social et aussi un membre de la faculté pour un cours virtuel de l'État de Californie. De plus, elle a été co-auteure pour plusieurs publications. Elle est co-rédactrice avec John Cagle de la deuxième édition du du livre de travail de Oxford, publié en 2022. Éditrice aussi pour un manuel qui aide le travail social qui a été publié en 2019. Donc, nous allons souhaiter la bienvenue à Terry Otilio. Merci beaucoup à tout le monde d'être parmi nous et de partager ce temps avec vous.
je dois retourner, prendre un vol tout de suite après ici, donc je vais poursuivre rapidement. Mais ce que je vais faire, c'est de vous donner mon adresse courriel pour que vous puissiez m'envoyer des courriels directement. Et si vous désirez une copie de ces diapos, envoyez-moi un courriel et l'adresse courriel, c'est terrealtilio@gmail.com. C'est vraiment très compliqué finalement. Donc, je vais débuter ma présentation. Cette invitation m'a permis de faire des réflexions que je fais d'habitude en isolement et j'ai rassemblé des sujets en souhaitant avoir un impact pour vous. Dernièrement, mes présentations ne sont pas nécessairement conçues pour amener l'accord entre nous, mais c'est plus pour soulever de l'attention à un sujet. Donc, vous allez voir ma perspective, et cette perspective émane de mon travail de rédactrice, d'éditrice. Donc, je vais parler du livre, c'est possiblement un conflit d'intérêts pour le Oxford Book Royalties. Si vous pensez que c'est rentable comme truc, oubliez ça. Mais ce qui est avantageux, c'est que ça va être publié de juin à janvier. Mais on ne peut pas vraiment compter au niveau matériel. Donc, nos objectifs de formation, après cette présentation, les participants devraient être capables de voir l'évolution du travail spécialisé en soins palliatifs dans les environnements de prestation de soins et on regarde les travaux, les activités principales des travailleurs sociaux et et les voir en tant qu'élément déterminant du point de santé. Je suis une travailleuse sociale. Vous allez voir une perception, vous allez avoir ma perception à travers une perspective de travailleur social. Combien de vous des travailleurs sociaux ici? Des psychologues? Qui sont des psychologues ici? Les chaplains pour aide en enfance? Les orthopédistes? Quelles sont vos spécialités, ceux qui n'ont pas levé votre main? Soins infirmiers, super. D'autres gens? Un physicien. Vous allez avoir une excellente journée. Vous êtes une belle variété de perspectives ici. On peut voir les différentes perspectives selon les mêmes situations. Voilà ce qui est la beauté de travailler en équipe. Donc, les gens me demandaient pourquoi je devrais être dans toutes les réunions familiales. Et je leur dis parce que mon écoute est différente à la vôtre, parce que ma formation diffère. Donc, j'amène une perspective différente. Donc, voilà l'objectif d'apprentissage. Donc, les cadres de compétences adressent en tant que communicateur, leader et champion de santé. Pourquoi un kaléidoscope? Parce que comme un kaléidoscope, la société arrange de façon, ordonne les éléments différemment, que les gens pensent qu'ils sont parfois inchangeables et développent des tendances, des motifs différents. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui ensemble, c'est de vouloir varier, de changer la perspective et le cadre à travers lequel nous percevons le travail que nous faisons. Voici une image kaléidoscopique. Il y a beaucoup de mots que vous voyez ici. Je voulais rentrer beaucoup de mots ici dans cette diapo car ça contextualise la situation. McGee, c'est un article qui a été publié en 2003. Elle est sans frais dans le site web, elle est dans ma bibliographie. Elle a écrit un article sur de déterrer nos encadrements, d'avoir des conversations peuvent être parfois difficiles parce que les dialogues, les récits officiels isolent certains récits et souvent c'est subversif les informations ici et il exige la transparence et la confiance
Et en partie aussi que ceci nous demande de se retirer de nos perspectives habituelles de percevoir, refléter sur nos dialogues entre nous. Ceci nous permettre d'imaginer des façons d'apprentissage différentes, des alternatives, des mondes. On peut s'engager dans des mondes alternatifs et dans des pratiques plus émancipées. Et ceci, les pratiques équitables dépendent sur notre façon de voir et de percevoir. Et on doit aussi aider les autres à bien percevoir ce que nous venons pour ouvrir les dialogues. Et peut-être que les travailleurs sociaux vont pouvoir mener le chemin sur ces conversations. Pourquoi notre perspective de travailleur social? Parce que nous sommes sur les premières lignes de soins en santé mentale. On doit vraiment voir comment on infuse les compétences palliatives avec les gens qui touchent la vie des familles et des patients. Ma perception des soins palliatifs, c'est pas une fin de vie. Nous faisons des soins palliatifs avec des gens avec des maladies importantes. C'était pas important à savoir s'ils étaient allaient mourir. Donc, on parle pas de la fin de la vie. On parle vraiment du cadre de soins, de prestation de soins. Il y a aussi des soins de santé qui sont pratiqués souvent où les travailleurs sociaux sont une minorité. Les soins infirmiers ne sont pas une minorité dans l'environnement. On va parler parfois des conseillers, conseillères qui font partie parfait du même bateau que les travailleurs sociaux qui sont vraiment une minorité dans les environnements. Ils sont là pour suivre les membres dans les niveaux de soins palliatifs. C'est une profession qui a un mandat de justice sociale. C'est une autre conversation qu'on peut avoir. On regarde souvent notre mandat de équité sociale et nous ne croyons pas que nous avons vraiment maintenu ce mandat. On ne pense pas l'avoir vraiment très bien absorbé à cause des différentes hiérarchies qui nous ont peut-être euh, isolés de certaines valeurs. Donc voilà une diapositive que j'adore. J'aime beaucoup les ombrages. J'aime bien réfléchir sur les ombres dans notre propre vie. Et voilà une image de ce que nous allons déterrer euh, par ensemble. Et on va mettre un peu plus de chair sur ces ombres. Donc regardons sur la situation canadienne. Ici, Balfour Mott a écrit un livre qui est plutôt large. En 1973-74, Balfour Mott est un chirurgien canadien. Je pense que vous êtes plus familière avec lui que je le suis. Donc, il reproduisait un modèle de prestation de soins établi par Cicely Saunders, qui était fondatrice du, euh, de l'hospice moderne. Elle incarnait vraiment l'équipe de soins palliatifs. Elle a vraiment fait migrer les prestations de soins du dualisme corps mental et elle a intégré le psychosocial et l'esprit euh, sur les soins. Il voulait faire un projet pilote euh, qui s'appelait Soins palliatifs. C'est un choix par nos collègues francophones qui disaient qu'on ne peut pas utiliser hospice en français car ceci a une signification péjorative en français. Donc, il fallait l'éviter. Donc, vous pouvez voir que donc, dès le début, pour le fait de comment se nommer était un enjeu et comment qu'on se nomme, il fallait comprendre la dynamique qui a euh, fait la décision, qui a contribué à la décision de notre nom. Il faut chercher à atténuer et faciliter sans nécessairement amener une cure. Donc, ça semblait très approprié d'avoir ce titre. Donc, qu'est-ce qui se trouve dans ce nom? Donc, cette histoire d'origine montre l'étendue des soins palliatifs, ses connexions aux hospices et de vraiment essayer de former un vocabulaire acceptable pour les différents parties prenantes. Ce dialogue se poursuit et pour moi, c'est toujours significatif de toujours discuter de notre nom. Pour moi, ça m'étonne qu'on doit toujours avoir des discussions à l'égard du nom de notre travail. Donc, pour moi, c'est vraiment le travail comme tel qui est important. Et le dialogue se poursuit
Après 30 ans, et ça fait même plus de 30 ans, ça fait quasiment maintenant 50 ans où on parle du nom qu'on doit s'attribuer. Après avoir parlé du langage nécessaire pour rendre euh, les discussions acceptables pour tout le monde. Alors, c'est quoi le nom qu'on va s'appeler? On, on- on devrait, je pense, plus se réfléchir sur les formations et l'éducation, à savoir qu'est-ce qu'on fait en soins palliatifs. C'est pas nécessairement lié à la fin de vie. Donc, ici en 2020, Diane Meyer avait un article sur le Washington Post. Elle était directrice du Centre de l'avancement des soins palliatifs aux États-Unis. Elle a une voix très importante en soins palliatifs. Elle contribue à un article qui disait que dans la ère de pandémie, le terme soins palliatifs devient de plus en plus effrayant. Et donc, les gens voulaient renommer encore. Le renommer pourquoi? Donc, c'est très intéressant de voir cette thématique, de vouloir comprendre comment on se nomme, car c'est très symbolique et c'est significatif. On n'est pas attaché à un membre du corps, nous ne sommes pas attachés à un type de traitement. Nous sommes une approche globale en prestation de soins. Donc, on peut être des gens qui prennent soin comme tels que des oncologistes. Donc, on doit vraiment s'engager dans l'humanité de notre patient. Et de plus en plus, lorsqu'on est très compétent, on sait comment gérer la douleur et les symptômes. Et c'est vraiment incroyable de travailler avec des gens qui sont compétents dans le domaine. Donc, aux États-Unis, on pose beaucoup de réflexions sur les origines de soins et les preuves augmentent pour appuyer notre spécialité qui continue à intégrer des, des diagnostics et des environnements diversifiés. On a tous, les gens veulent des preuves, donc on a une base de données, mais on a toujours la conversation sur le nom de notre pratique. Donc, où plaçons-nous toutes les recherches que nous avons développées? Dans quel dossier? Comment nommons-nous ce dossier? C'est une conversation intéressante. Il faut faire déterrer le passé des États-Unis. Le projet des États-Unis, c'est c'est un projet qui touche aux États-Unis de 1994 à 2003. George Soros, a donné 45 millions de dollars pour transformer. C'est un but imaginé qui était vraiment beau, comme but idéaliste un peu. Mais si on réfléchit aux guerres qui entourent euh, les, euh, les discussions sur la race, la culture, et donc on peut juste avoir ce type d'objectif idéal lorsqu'on est milliardaire. Donc ils ont appuyé 87 facultés. 82% d'entre eux étaient des médecins. Mais où était l'élément psychosocial du soin? Éventuellement, ils ont adressé la situation de la précarité des prestations en soins psychosociaux. Certains membres du conseil ont été d'accord que il fallait donner plus de place aux perspectives psychosociales. Mais il y avait une résistance initialement de nous inviter à participer. Les gens qui finalement ont le mandat de gérer l'élément psychosocial. Mais le programme de direction a été lancé par Susan Black au niveau des soins sociaux psychosociaux. Et c'est très intéressant d'avoir vécu aussi longtemps. J'ai commencé à lire de plus en plus de publications qui réfléchissent sur les défis de notre travail. Et c'est intéressant de savoir que notre travail peut être franchement, finalement, capturé dans une base de données. Et je pense que ce niveau identitaire, cette crise identitaire en psychosocial, il faut vraiment on doit vraiment discuter du fait qu'on n'arrive pas à capturer
les effets de notre travail qui puissent s'équivaloir à comment on peut étudier les prises de sang, par exemple. Nous avons maintenant un dialogue qui cherche à vraiment comprendre les différences culturelles entre nous et de pouvoir finalement s'engager dans euh, un, une- un projet de découverte et d'adopter finalement nos propres systèmes au lieu de demander aux autres de s'adapter à nos systèmes. Je pense que c'est un temps très excitant et ça évolue, malgré que ça évolue d'une place de douleur. Nous avons 42 qui sont des travailleurs sociaux. Ils avaient 82% des académiques avec des doctorats. Est-ce que vous connaissez David Clark? David Clark, c'est une personne très intéressante, établie à Glasgow, Scotland. Il fait, il a beaucoup de réflexions sur les soins palliatifs et en matière de fin de vie. Il a, il a écrit le livre du projet en États-Unis. Voilà la carte des États-Unis. Donc, ici, ce que vous voyez la Californie. Et sur l'autre bout de la carte, c'est New York. Donc, au début, lorsqu'on a commencé le projet de Death in America, les travailleurs sociaux rassemblaient tout ce groupe de gens, tous les participants, au lac Tahoe, en tant que genre de conférence où les gens euh, parlaient entre eux pour pour avoir un impact sur la culture en matière de mort aux États-Unis. Et tout le monde est demeuré en Californie, mais les travailleurs sociaux étaient à l'est, à Long Island. Certains disaient que peut-être que nous étions trop nombreux et qu'on n'arrivait pas peut-être à trouver le- l'espace nécessaire de nous loger au lectorat. Mais il y avait une façon d'atténuer la situation. On pouvait partager. Je- J'aurais pu rester dans une tente en ce qui me concerne à lectorat, mais ce n'était pas la solution qui a été trouvée. On nous a déplacés à New York et tout le monde est demeuré en Californie. Donc, c'est symboliquement intéressant. Lorsque David Clapp m'a a fait une entrevue avec moi pour son livre, je lui ai dit que ça, c'était très significatif. Ça m'a vraiment attristé. J'ai beaucoup pleuré à cet égard. Ça, je demeure très attristé par ça. Ceci était dans l'an 2000. Et là, regardons le moment actuel. Nous sommes la version ici de 2021-2022 de cette carte que j'ai montrée. Ici, c'est un plaidoyer pour poursuivre des travaux collaboratifs. Et donc, il y a eu une série de publications d'articles sur les effets euh, du soin, des prestations de soins en psychosocial. Il y avait un endroit où on remercie une travailleuse sociale pour avoir fait un type de contribution. Et ceci m'avait vraiment étonné. Et donc, j'ai écrit un article et une lettre euh, aux éditeurs de la publication parce que on était étonné que les travailleurs psychosociaux ne sont toujours pas très inclus dans les soins palliatifs. Donc, on ne comprenait pas comment on poursuit ce genre de pratique en 2022. Donc, en partie, c'est vraiment à nous de comprendre, à savoir comment on va vraiment s'affirmer. Donc, qu'est-ce qu'on a fait à Long Island finalement? On s'est amusé quand même. On a le lancement des travailleuses sociales. On avait des participants nationaux et internationaux. On avait l'Association nationale a créé des normes pour les soins palliatifs. Il y avait des programmes de formation et il y avait aussi des certifications euh, post-baccalauréat. On a aussi un journal en soins palliatifs et un réseau aussi de soins palliatifs. Et il y a ici une liste que Patrick a mentionnée qui inclut maintenant 900 travailleurs sociaux. Et 20 ans plus tard,
Donc oui, c'est bel et bien 20 heures. On a maintenant un engagement dans plusieurs domaines où maintenant les soins, les travailleurs sociaux font partie des groupes principaux en matière de soins palliatifs. L'étude est importante, mais celle-ci n'avait aucune demande qui représentait les intérêts des cliniciens, euh, des travailleurs sociaux. Maintenant, il y a un examen et c'est APW- c'est une certification de travailleur social. Nous avons aussi deux livres de travail. Nous avons celui de Oxford en 2011 et le deuxième en 2022, qui inclut 150 auteurs d'ici et à travers le monde. Il y a 103 chapitres et ceci m'a vraiment dépassé, mais c'est vraiment très intéressant à voir. Il y a vraiment une section euh, qui parle d'intervention. Tout le monde fournit un appui dans les soins palliatifs. Les volontaires, les bénévoles fournissent un appui. Les gens qui sont en service d'entretien aussi. Et c'est juste la COVID qui a fait en sorte qu'on se rend compte que tout le monde travaille en équipe et qu'ils ont une place importante. Pour moi, fournir de l'appui, ça ne dénote pas notre expertise, nos compétences professionnelles. On doit avoir un guide sur nos compétences. On doit aussi aider les patients à résoudre les problèmes. Tout ce qu'on doit faire en termes d'engager avec le patient. Pourquoi avons-nous même le droit d'engager avec le patient si nous ne contribuons pas à créer une différence? Et parfois, la différence, c'est simplement d'être présent et d'écouter. Nous avons actuellement euh, des façons différentes d'évaluer les compétences. Donc, vous avez fait un travail ici pour développer les compétences en travail social. Au Canada, l'Association canadienne des soins palliatifs ont un groupe de travail et ils ont des compétences qui s'expriment différemment à travers le monde. Il me semble que c'est approprié parce que travailler, disons, en Suisse serait différente. Je pense que mes pratiques aux États-Unis, l'euthanasie notamment est acceptée en Suisse et ne l'est pas aux États-Unis. Donc, il y a aussi le réseau de soins euh, qui est une création récente pour rassembler les travailleurs sociaux à travers le monde. Alors nous avons créé une spécialité, c'est très excitant et on a travaillé à la base. Nous avons travail palliatif et nous appelons cela une spécialité. Nous continuons à lutter pour une. Nous travaillons au maximum de notre licence. Quelle est votre profession, peu importe quelle est votre profession, ça c'est une phrase des infirmières. Euh, je pense que nous avons perdu quelque part quand nous avons quand on nous donne des tâches comme arranger le travail à la maison et dans les hôpitaux, je travaillais dans les hôpitaux à ce moment-là. C'est pourquoi est-ce que je maintenant on pousse sur un bouton. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de personnes spécialisées dans les psychosociales? Parce que ce sont des personnes qui comprennent et qui comprennent ce qui veut dire on ne dort plus avec son conjoint, son partenaire. Et cela, nous devons découvrir tout ce qui est intermédiaire, tout ce qui est lié à tout cela, les transitions, comprendre la transition est très important dans notre travail pour la douleur que nous allons lorsque nous allons dans des installations. Et peut-être qu'ils vont peut-être jamais voir leur conjoint. Alors voilà, ça c'est le maximum de notre licence. Nous avons su tous les
nous avons fait le niveau des spécialistes des équipes ne vont pas être capables de répondre à tous les besoins et lorsqu'il y a des symptômes, il y a toute cette conversation qui a été commencée avec les premiers, les compétences primaires pour les médecins, pour les vous ne devez pas avoir une équipe pour répondre aux besoins palliatifs. Il y a des équipes palliatives en plus que la personne est en train de souffrir pendant que on est en train. Alors, il ne peut pas être répondu par des spécialistes. Alors, en, dans les soins palliatifs, primaire, il y a une nécessité que nous apprenons de Corinne McKeeven, qui a écrit un guide pour le travail des travailleurs sociaux. Il est essentiel de l'appel à l'action qui vient du modèle déficitaire. C'est ça l'opportunité pour honorer la qualité narrative des soins palliatifs et son essence, c'est le bon soin de santé. Alors, voilà, il y a mon cerveau a une ligne de pensée. Les soins palliatifs primaires, les personnes qui ont édité, nous avons commencé à penser comment est-ce que comment nous nous sommes rassemblés pour écrire ce livre, comment est-ce que nous avons d'intégrer. Alors, qu'est-ce que nous pensons, qu'est-ce que dans le livre de Oxford, si vous pouvez lire quelque chose de lui, mais dans le premier livre et dans le deuxième livre, a écrit un livre, imaginez qui va venir manger avec nous. Alors, il parle de l'identification comme une minorité et comment cela évolue. Et nous l'avons fait cela. Nous identifier à la majorité et nous utilisons le langage. Nous connaissons ce processus que je travaillais. Je sais ce processus et je sais comment la longueur et combien la difficulté. Et il faut faire quelque chose avec cela. Il ne faut pas se sentir d'avoir pitié pour soi-même. Vous devez vous affirmer. Ça dépend de vous. Alors c'est une minorité et cela dépend de le pouvoir et le prestige. Et nous sommes dans une situation qui est liée aux valeurs de l'Occident blanc. Ce qui arrive dans différentes parties du monde, certainement au Canada, de voir quelles sont les valeurs implicites dans comment est-ce que ces valeurs fonctionnent avec votre prognostic. Pour savoir qui va mourir, nous allons savoir. Je sais que les personnes des soins palliatifs, comment est-ce qu'ils vont régler une personne qui est à la fin de sa vie, et nous allons imposer ces valeurs à d'autres personnes. C'est vraiment un moment très important pour s'occuper de ça. Nous devons. Alors, certaines réflexions personnelles, comment nous avons développé une spécialité plutôt que de travailler avec une communauté des compétences. Par exemple, les gens qui travaillent dans l'oncologie,
le travail à la maison, comment est-ce que nous nous joignons à eux, comment est-ce que nous appuyons leurs compétences, comment est-ce que nous arrivons à faire venir un spécialiste et comment nous changeons en disant je suis un spécialiste. C'est la culture des compétences. C'est la même chose arrive à en médecine et la même chose dans les soins infirmiers. Et nous aurons jamais comme la question des nombres, combien, et pas de voir soigner les personnes avec humanité. Est-ce que nous nous allions on parle de cela comme la philosophie. Je n'ai jamais compris cela. Comme s'ils étaient c'était des faits, plutôt que de comprendre comment est-ce que les idées sont reçues, les valeurs et les croyances maintenues par les différents. Le rester en silence, certaines personnes c'est vraiment difficile de créer. Je me rappelle de Bhoutan, avant que nous pourrions changer, déplacer le cadavre d'une personne, et les personnes ne pensaient pas qu'il était mort et il le touchait pour savoir s'il était vivant. Et la richesse de ce travail est absolument formidable pour certains de nous. Alors, jusqu'à que nous restons, quand nous pouvons, est-ce que nous sommes restés silencieux et nous savons, mais cette idée, comment cette acceptation et ensuite décider comment est-ce que vous allez pas nécessairement vous séparer de cela, mais vous joindre pour aider les gens à ne pas faire de mal. Pourquoi est-ce que l'assignation pour trouver quelqu'un qui fasse quelque chose qui est qui fait du mal. Pourquoi rester silencieux? Parce que nous essayons d'équilibrer les côtés positifs et les côtés négatifs. Et pas seulement, mais aussi comment est-ce que je dois parler en ce moment? Quel est le langage que je dois utiliser? Mais alors nous reculons, c'est un apprentissage et c'est aussi quelque chose que je voulais vous dire. Si vous ne travaillez pas dans une équipe qui a assez de sécurité psychologique, nous devons construire des équipes où il est capable, il est correct de nous confronter et où on peut dire oui j'ai besoin de parler avec toi et dire je ne comprends pas comment cela c'est une question tellement grande sur la question des lorsque vous essayez de changer la décision lorsqu'on peut pas s'asseoir et dire je ne comprends pas quelque chose, aidez-moi à comprendre, euh, j'ai besoin de comprendre ce qui arrive. Alors ça c'est les échantillons. Est-ce que nous comprenons la valeur de des choses, quand il y a l'expérience qui j'aimerais la question de la différence objective et subjective lorsque les personnes de la famille qui donnent de l'importance à la valeur objective. Alors comment nous pouvons construire un pont lorsque les femmes pourquoi est-ce que les femmes sont pourquoi est-ce que les personnes qui croient? Parce que souvent,
Nous parlons en histoire et les personnes n'ont pas le temps de cela. Alors, ça, c'est une autre voie. On essaye de faire que les gens fassent cela en 15 minutes et l'engagement qui sont capables de penser en objectif pendant 15 minutes. Ça, c'est ce que les soins palliatifs défendent et comment est-ce que notre recherche pour les données, lorsqu'on travaille pour présenter les expériences humaines avec des données. Est-ce que nous nous sommes joints dans un langage et pour qu'on comprenne ce que ça veut dire l'engagement, ils ont créé des. Alors ça dépend de nous. Comment est-ce que nous commençons à construire la confiance dans certaines. Alors, au cours des deux dernières années, avec le Covid, nous avons eu une pandémie et nous avons eu des inégalités et nous avons, comme vous avez pu voir, l'assassinat d'un homme noir par la police aux États-Unis, c'était pas la pandémie. Il y avait toutes sortes de questions révoltantes sur du racisme, du colonialisme et de plusieurs pour qu'on puisse donner beaucoup plus d'importance et d'une façon très vivante. La, la pandémie mais il y a eu ce qui a été développé par la violence, le racisme et tout ça. C'est une expectative très longue et je vais parler bientôt sur la structure et aux États-Unis, c'est l'avènement de ce qu'on appelle des open notes, des notes ouvertes où on peut ouvrir l'ordinateur, mais on ne peut pas toujours protéger toute chose et il faudrait voir comment on peut répondre par des notes et moi-même et ma collègue nous avons discuté beaucoup dans les soins palliatifs et je pense que nous devons terminer. Alors, l'avènement des Open Notes aux États-Unis a motivé les personnes à comprendre ce qu'ils écrivent et comment est-ce qu'on fait, comment est-ce que les travailleurs sociaux vont d'un côté à reconnaître l'impact des systèmes. Et au lieu de dire que cette personne n'est pas adhérent, on pense que on dit que les personnes n'ont pas eu des assurances médicales et on analyse le cas de l'individu. Et alors on se demande comment changer ce système et si vous mettez de côté une personne, vous n'avez pas compris comment est-ce que la famille va recevoir des médicaments. On sait qu'ils vont à New York qu'ils vont recevoir des opiacés et on ne pense pas comment est-ce qu'ils vont recevoir leurs médicaments. Qui va penser à cela? Nous ne pouvons pas demander aux patients de savoir ce que nous savons maintenant. Alors nous devons choisir cela parce que nous ne voulons pas quelqu'un aux États-Unis. Alors il faut suivre les événements et on dit, écoutez, nous ne voulons pas une récurrence de cette situation de Pink Floyd et de créer plus de manque de confiance dans le système. Alors
notre comité de justice sociale des travailleurs sociaux a été souvent mis au défi et nous avons, nous avons travaillé où il y a des écoles, ils avaient peur du silence. Le silence était tellement inconfortable parce que le niveau de vie mais nous avons mis ces enfants euh, dans ce, dans ce milieu où ils ont été capables de vivre. Alors nous avons fait cela et où est-ce que nous sommes, comment est-ce que nous sommes enthousiastes. Nous pouvons penser à construire le futur. Le silence n'est pas la solution et la responsabilité. Les personnes dans le psychosocial participent mais dans les réunions familiales. On observe et nous devons observer et je pense que je devrais parler dans le prochain euh, diapositive. On parle de quel type de capital on a. Ça nous a pris des années pour faire cela et pour arriver à une stabilité dans notre chaîne alors que nos personnes changeaient. Moi, j'avais le pouvoir mais j'avais aussi des responsabilités et cette responsabilité a fait en sorte que la personne se rapproche de nous et qui il est venu nous dire que nous devons faire cette liste. Lorsque vous êtes quelque chose, quand vous êtes une personne psychosociale, qu'est-ce que vous avez comme et comment vous utilisez cela. On appelle cela du capital physique. Je ne sais pas quel est le capital que vous dépensez pour réaliser des changements et comment judicialement. Alors nous devons penser au-delà de notre équipe. Je considère que les équipes dans lesquelles je travaille, il y a beaucoup de personnes qui ont changé d'un mois à l'autre et en partie ce que nous faisons, c'est nous faisons un travail avec les personnes. Lorsque nous travaillons avec oncologie, nous voyons le voyage de ces personnes, comment est-ce qu'on fait entrer ces personnes euh, vous allez voir, si vous centrez la diapositive, il y a des personnes avec lesquelles il est agréable d'échanger, parce que tout le monde va être capable d'échanger et on va partager des points de vue avec ces personnes. Il y a un patient qui est venu, je n'ai pas venu voir un travail social, je veux voir un médecin. Alors, commençons par un médecin. Nous avons le mandat, c'est les personnes qui comment est-ce que nous regardons ces mandats et au lieu de les voir comme des ennemis, comment est-ce que nous pouvons avoir un vrai silence lorsque les membres ne partagent pas l'objectif de faire de la justice sociale. Les, les règles ne changent pas aujourd'hui, ne changent pas demain, mais lorsque vous restez silencieux et que vous voyez des choses qui vous causent de la douleur, qui vous font, nous avons besoin de parler de cela et interroger l'histoire de votre institution et de travailler de façon à mitiger. Alors ça, c'est au système du niveau. Il y a quelqu'un qui s'appelle Handsome et je pense que il,
il y a une personne qui s'appelle Heida qui travaille avec la psychiatrie. Elle parle, elle a une vidéo en parlant que elle a confiance dans ces deux euh, institutions, les politiques des communautés, qui aussi la, la restructuration des soins de données. Et nous, euh, alors, lorsqu'on travaille dans des systèmes où le système est oppressif et nous devons voir l'ensemble de l'image et pas simplement la situation. Et vous avez aussi entendu pendant le Covid, alors lorsque les personnes sentaient les maladies que les personnes ne sentaient jamais avant, comme le Covid, re- reconnaître que les praticiens sont sont un capital euh, social et politique, économique, et cela va de Massachusetts à notre endroit. Et pas, on ne regarde pas les structures, les. J'ai été dans une réunion sur le droit de mourir et ça n'était pas été conflictif, mais je vais aller dans une autre réunion et alors une personne à Terry Boss m'a dit que vous parlez d'autonomie, et vous voulez que nous signions, et vous voulez des signatures sur du papier. Et beaucoup d'entre nous viennent de familles et nous ne pensons pas de façon au- d'un pays. Lorsque nous sommes ensemble, nous faisons venir le clergé, nous faisons venir ensemble plusieurs personnes parce que ça c'est l'appui des personnes, c'est sur ces personnes que nous comptons. Et moi j'avais vu cela, vous regardez cela tout le temps, je ne sais pas comment décrire cela, pas ni ici on a vu cela, une étiquette très dangereuse à mettre dans les personnes. Oh, ils pensent que la personne va pouvoir se récupérer. Personne n'a fait une discussion pour s'améliorer. Le manque de confiance peut être dû à la situation et c'est pas que des, c'est pas que des personnes dans notre groupe central, mais j'ai une manque de confiance parce que j'étais dans le groupe avec vous et j'ai écouté ce que Paul Messier a fait dans beaucoup de travail. Il a fait du travail avec les Premières Nations des États-Unis. Il y en a plusieurs et et qui utilisent euh, et on dit ouais, j'ai encore 30 minutes pour continuer. Je ne vais pas. Alors lorsque vous faites un web et que les gens commencent à mettre dans le chat, c'est compliqué parce que lorsque je reçois un chat, je perds le fil des idées. Alors, oui, le manque de confiance est très important. C'est les travailleurs sociaux ont travaillé, on ne peut pas faire des plans de planification de masse lorsqu'on ne sait pas où est-ce qu'il se trouve et cela implique une orientation future. Et,
et nous devons aider les personnes à comprendre que si elles ne peuvent pas nous aider, ils doivent diriger leurs soins à qui, des éléments qui vont changer et ça dépend où est-ce que vous habitez. Si c'est aux États-Unis, il y a eu un processus qui va continuer et les personnes doivent comprendre cela parce que c'est notre connaissance. Et alors, la prognostic, lorsque quelqu'un allait mourir ou était en train de... Alors, c'était un défi. Alors, les prognostics et la fin de la vie, lorsque j'étais dans une infirmière, j'utilisais toujours des euphémismes. Il faut pas dire fin de la vie. Il y a des moments où je savais que c'était inapproprié. Je, mais aussi, j'ai appris des personnes, des familles qu'il y a différentes dire que comment est-ce qu'on peut penser à la fin de cette vie, de la fin de ce corps, et il y a des personnes qui pensent à des transitions, qu'il y a un passage à une autre façon de vivre. Et, les Afro-Américains disent un voyage. Je suis en train de voyager, disent. Alors je ne dis pas elle est en train de mourir. Je sais ce qu'elle veut dire. Elle sait ce qu'elle dit et c'était très beau. Et c'était un moment très beau. Et avec le temps, on pouvait voir comment est-ce que les gens peuvent vous enseigner comment ils passent cette partie de la vie. Et comme nous avons documenté notre travail, il y a une citation qui est formidable. C'est nous essayons de nous mettre en relation avec les personnes comme... Et maintenant, les personnes qui sont membres de CAPSI peuvent aller dans leur site web et ils peuvent parler dans leur langue parce qu'il y a beaucoup de recherches qui sortent maintenant qui proviennent de la concentration et comment cela est exprimé avec toutes les inégalités, toutes les tensions. Et c'est beaucoup d'attention a été donnée pour la documentation et comment cette documentation affecte des... J'ai fait une étude pour les personnes et la charge, l'impact qu'ils avaient sur... Donc, la façon que nous rédigeons les choses a un impact sur notre prise de décision. Et nos patients, les discussions que nous avons avec nos patients et la façon que nous rédigeons les choses a un impact sur leur cycle de traitement. Donc, il y a des documentations sur l'atténuation des inégalités. Et lorsqu'on regarde le psychosocial, ici, c'est quelques éléments que nous pouvons explorer, à réfléchir comment on s'engage et comment on s'implique dans ces différents éléments, de prendre le temps d'explorer la signification et les éléments pratiques de notre travail. Donc, je connais une personne qui est très intéressante, intelligente, et lui, il m'a déjà dit, lorsqu'il a débuté son travail en soins palliatifs, il a dû écrire un chapitre sur l'assurance, sur un aspect pratique de son travail. Donc, il a écrit un article sur l'assurance et il a lié ceci au... Il a, il a porté une réflexion sur les liens de la dignité de la personne et de leur application pour des soins d'assurance. Donc, parle de qu'est-ce que nos actions, quel est l'impact de nos actions sur nos patients. Donc, c'est quoi la symbolique de ceci? Donc, il a fait ce travail d'assurance, de rédiger les implications d'assurance
et a voulu faire un lien entre les éléments pratiques et à la symbolique de ces décisions sur la personne. Est-ce que les patients vont revoir leur chez-soi ou leur objet personnel? J'ai travaillé dans le passé et j'étais dans une salle avec une patiente qui était âgée de 80 ans à peu près et j'ai demandé comment je pouvais les aider et il m'a demandé si je pouvais trouver ses objets personnels, my stuff, parce qu'on l'avait déménagé à ce moment-là d'une salle à l'autre. Donc, nous avons regardé dans sa chambre et nous l'avons retrouvé finalement. Et c'était des petits éléments, c'était ses possessions personnelles. Donc, est-ce que les transitions bien effectuées peuvent fournir des occasions de contrer ou d'améliorer l'héritage de séparation? Donc, on doit s'engager de façon respectueuse et respecter la symbolique qui entoure les gens et non de les arracher de leur famille de façon abrupte et non humaine. Donc, est-ce que les transitions peuvent offrir des occasions silencieuses? Parfois, on s'excite lorsqu'on pense à fournir des soins à domicile, mais l'autre élément, pour d'autres, ça se perçoit comme une invasion de leur espace privé. Et donc, et ça, c'est l'élément psychosocial qu'on doit effectuer, d'aider cette transition. Donc, ça devrait être principal. Nos activités devraient être principales. Donc, la présence des gens a une signification unique pour les familles. J'ai travaillé dans un hôpital au centre-ville où on avait des patients ukrainiens, russes, de toutes sortes de cultures qui se présentaient à cet hôpital. Et il y avait une femme italienne que nous avons renvoyée chez elle, où elle habitait dans une maison à 2 étages, et on devait installer un livre électrique dans son chez-soi au premier étage, dans son salon, et elle refusait de le faire. Elle nous a dit qu'elle a consacré sa vie pour développer sa maison. Elle dit, si je dois monter à 4 pattes jusqu'à ma chambre, je vais monter, je vais le faire. Elle refusait de se faire installer un lit dans son salon parce que nos activités finalement ont des impacts vraiment profonds sur les gens. J'ai une autre anecdote que j'ai partagée avec mon conjoint et parfois, lorsqu'on on donne des prestations de soins. Parfois, certains l'interprètent aussi comme un manque de compétences chez une autre personne. Il faut donc donner une valeur au procédé, peu importe les résultats. Je pense que si nos collègues praticiens porteraient une valeur sur le procédé au même niveau qu'ils donnent de l'importance aux résultats, il y aurait moins de brûlement professionnel, d'épuisement professionnel, parce que on peut peut-être voir que nous avons un procédé de façon de faire spirituelle et, et parfois les gens nous demandent de mettre en place, d'essayer de les ramener, de les raviver. Et parfois, les gens sentent un échec personnel s'ils ne reviennent pas avec un mandat de réanimer une personne. Donc, on doit vraiment valoriser le processus d'engagement, même si le résultat, ce n'est pas le résultat souhaité. Parfois, nos idées de ce qu'on considère est mieux pour les autres n'est pas nécessairement ce que eux ils considèrent est bien pour eux. Donc, c'est vraiment important de réfléchir sur le processus de notre prestation de soins. Donc, je sais que les procédés parallèles n'ont pas nécessairement cette signification, mais c'est de cette façon que je réfléchis à ce sujet. Donc, les gestions de symptômes. Donc, ceux d'entre nous qui s'impliquons au niveau psychosocial en gestion de douleur
où on aide les gens avec leurs réflexions. Souvent, les gens exagèrent leur douleur ou ils sont en grande détresse. Donc, nous, on a le potentiel d'atténuer un héritage de souffrance dans l'avenir avec la famille que nous construisons, avec la famille avec qui nous travaillons. On peut avoir un impact sur le deuil et le récit qui encadre la maladie et les soins. Les patients nous le disent ceci. Les gens nous disent, je sais que mon père est en train de mourir, mais je veux pas qu'il meure comme ma tante est morte. Donc, ce que cela nous dit, c'est que cet héritage de mort vient avoir un impact sur la famille lorsqu'on gère mal les différents symptômes. Donc, c'est pas les actions de notre présent ont des impacts sur l'héritage de l'avenir. Mais ce qu'on se rend compte finalement, c'est que nous avons souvent un impact imprévu sur les gens et on laisse un héritage. Faire des recherches avec la famille et les amis, on a eu vraiment des rencontres profondes et des expériences profondes avec des patients qui n'ont aucune représentation. Et à cause qu'ils ne sont pas représentés, ils ont la difficulté de partager leurs pensées. Et lorsqu'on regarde les différents États, on voit souvent ce type euh, de, de choses. Donc, chaque État est plutôt autonome, se sent autonome. C'est peut-être équivalent ici chez vous, mais je ne suis pas très consciente de votre présente situation ici, mais je suis vraiment euh, aux États-Unis. Avant de prendre des décisions d'un patient non représenté, il faut faire une recherche pour trouver des membres de famille. On ne peut pas assumer ce pouvoir de décision avant de faire ce type de recherche. On ne peut pas prendre par nous-mêmes des décisions de ne pas réanimer ou de ne pas fournir un tel service. On doit vraiment faire une recherche pour trouver quelqu'un qui est lié à cette personne. Et même si la loi ne l'exige pas, éthiquement et moralement, nous devons poursuivre ainsi. Nos patients ne sont pas notre propriété. On doit les protéger. C'est peut-être paternel, notre façon de voir, de, de protéger, mais c'est la façon que ça se fait. Donc, il faut vraiment contrer cet héritage de violence et de séparation et d'essayer d'éliminer l'incertitude chez les gens. Nous avons des patients à lesquels nous avons soigné, nous avons des recherches sur Internet. Et la famille, finalement, était très reconnaissante qu'on les a contactés parce que parfois, ils ont plus de contact avec le patient. Et donc, une personne, à un moment donné, se retrouvée dans notre hôpital, dans l'aile psychiatrique. Et parfois, lorsqu'on fait ce travail, ça vient atténuer un peu parfois la violence que les gens vivent dans leur séparation. Comme vous pouvez voir, ça me rend très triste de parler de tout ça. Donc, il faut maximiser l'espace et les endroits où nous travaillons à l'extérieur de la portée du travail social. Ceci est très intéressant. Je lis les Times du dimanche et je lis une section où on décrit Jonathan Major, qui est un comédien, et il le décrivait dans cet article du New York Times. Et il parlait d'un clown et je n'étais pas consciente que les clowns, autant classiques, c'est une personne qui écoute le monde avec curiosité et ensuite met en place des interruptions. C'est quelqu'un qui remet en question le pouvoir. Donc, à la fin de cette conversation, je vous invite de devenir un clown, d'agir en tant que clown. Prenez un bouton qui vous décrit comme clown, car j'aime beaucoup cet idéal qui
implicite à l'existence du clown. Donc, il faut vraiment porter des réflexions sur la part du familial. Et ensuite, donc, le clown doit vraiment amener une interruption à la société, de mettre à défi. Donc, la façon que nous mettons en place notre interruption, c'est vraiment une décision clinique. On doit vraiment chercher à maximiser notre impact. Une fois de temps en temps, je me retrouve dans la situation où je suis peut-être impoli, mais la plupart du temps, je dois vraiment savoir comment bien m'exprimer parce que les patients comptent sur leur médecin et les familles comptent sur leur médecin et les gens comptent sur nous de façon différente. Mais les docteurs ont vraiment un grand pouvoir, les médecins ont un grand pouvoir et nous devons vraiment être très prudents de comment bien comprendre la relation, l'importance de la relation entre les médecins et les familles et les patients. Donc, on doit vraiment comprendre les alliances et à comprendre comment on peut aider les différents parties prenantes. Je, il y avait un exemple d'une famille afro-américaine et le médecin était asiatique et le médecin voulait vraiment pousser, encourager la famille de refuser la réanimation du patient. Et je pouvais constater, voir la famille où ils étaient assis d'une façon, ils sont devenus vraiment très défensifs. La médecin n'a rien vu. Et moi, j'étais incapable d'aider la médecin. Mais je n'ai pas pu l'aider, puis au bout du compte, elle n'avait jamais de respect pour moi dans tous les comptes. Donc, c'était vraiment intéressant de voir. Donc, on a une perception différente en tant que travailleur social. Voilà la perspective que nous amenons au niveau des prestations de soins. Et c'est très important. Et la question, c'est comment on peut élaborer une question respectueuse pour mettre en place le résultat souhaité et de protéger les gens qui nuisent à eux-mêmes sans même le savoir. Et il y a quelque chose de peut-être non respectueux de laisser les autres euh, agir de façon nuisible vis-à-vis eux-mêmes sans les faire comprendre qu'ils sont en train de se nuire. Et il faut vraiment comprendre que tout le monde a une perspective différente, une façon de voir différente. Et des fois, personne, on n'a peut-être pas tout à fait raison. Donc, je vous remercie énormément pour toute votre attention et l'occasion de me donner l'occasion de mettre tout ceci en place, toutes mes idées en place. Ça m'a vraiment forcé à apporter beaucoup de réflexion sur cet travail privilégié que nous avons à, à- à faire. Merci. Nous avons 5 à 10 minutes pour une période de questions. Nous avons peut-être des questions à la part des participants. Vous pouvez lever votre main et dire votre question. Nous avons beaucoup de questions. L'idéal, c'est de se présenter au micro pour que l'interprète vous entende. Oui, le micro fonctionne bien. Ma question, lorsqu'on pense d'une équipe spécialisée en soins palliatifs, comment peut-on différencier et reconnaître les compétences du travailleur social dans un modèle consultatif? Je trouve qu'il y a un chevauchement entre les différents membres palliatifs qui se présentent dans des réunions familiales et des fois il y a peut-être une répétition. Il y a des travailleurs sociaux basés sur un travail d'équipe à base palliative. Je comprends que le langage et le vocabulaire est important et de pouvoir utiliser les compétences des personnes autour de nous. Donc, je suis curieux de savoir comment je peux vraiment mettre en œuvre, tirer parti de toutes les compétences qui m'entourent. Donc, ceci vraiment dépend sur le contexte et le flux de travail. Parfois, le flux de travail détermine qui se place où. Phil Hagels faisait du travail de sensibilisation et de communication parce que parfois les médecins devaient être placés à un certain endroit, mais le travail social pourrait évaluer
pourrait faire une évaluation initiale, un contact initial pour mieux comprendre la situation, pour assister le médecin qui donne des prestations de soins en matière de douleur. Et au Canada, vous avez peut-être un système différent, mais nous devons a- assister à la facturation aux États-Unis. Donc, tous les soins en précis, en palliatif, tous les travailleurs sociaux n'ont pas les mêmes compétences au niveau des soins palliatifs. Certains sont dans une situation d'apprentissage, donc ceci est un aspect de la situation. Donc, à savoir quand est-ce que vous avez besoin de leur présence, certains n'ont peut-être pas une expérience en soins intensifs. Donc, vous devez, en- lorsque vous réfléchissez à votre équipe, vous devez réfléchir à quel type d'environnement que vous voulez les assujettir pour accroître leur familiarisation. Il faut les consultations aussi avec le travailleur social. Je pense qu'il faut travailler sur ce lien pour créer une fluidité. C'est pas toujours nécessaire que deux travailleurs sociaux se trouvent dans une salle. Parfois, je, je devais communiquer avec euh, la famille et l'autre travailleur social, à savoir comment ils sont impliqués avec la famille pour avoir les informations. Lorsque vous parlez au travailleur social, vous validez finalement les activités du du travailleur social. Ça crée une conversation et là, vous pouvez peut-être vraiment comprendre comment euh, répartir les différentes compétences. Et donc là, les gens qui participent à la rencontre familiale, les gens les gens deviennent tous bien outillés. Et parfois, là, on peut mieux répartir les tâches entre les praticiens et les travailleurs sociaux. Donc, pour moi, il n'y a pas juste une réponse. Ça dépend toujours du contexte précis dans lequel on s'implique. Mais je crois qu'on écoute, on a une différente écoute. Je le constate qu'on écoute. Et parfois, je suis aussi consciente qu'il y a de la compétition pour le travail psychosocial. Les gens aiment faire ce travail. Et un autre élément qui participe à tout ceci, c'est qu'il faut savoir comprendre qu'est-ce que les gens doivent comprendre. Si vous êtes dans une situation académique et vous avez des étudiants médicaux, vous voulez peut-être ces travailleurs sociaux spécialisés de accompagner ces étudiants euh, parce qu'ils peuvent contribuer à leur réponse, à leur réaction à la situation. Et je pense que ceci donne une occasion de affirmer les travailleurs sociaux au niveau de leur travail dans le système dans lequel ils travaillent. Et ça crée ceci toujours une occasion d'un apprentissage partagé. Donc, parfois, un médecin doit orienter le travailleur social d'aller travailler dans les salles d'opération ou les différents départements pour mieux se familiariser dans les enjeux de ces différents départements. Et lorsque vous travaillez au niveau virtuel, ou non, lorsque vous travaillez en équipe, comment vous réfléchissez à vos relations à l'intérieur de vos équipes? Je pense qu'il faut reconnaître le privilège de pouvoir entendre la voix des familles, des patients, de la communauté et parfois même de la société globalement. Et je pense que nous avons une responsabilité importante d'être les porte-parole des patients qui sont partie d'un système de soins qui sont finalement incapables parfois de transmettre leur message. C'est parfois un fardeau, mais c'est aussi euh, un, une, un privilège de les assister. Euh, Souvent, en soins palliatifs, on entend les voix des travailleurs en santé, mais où est la voix du patient? Et donc, les médecins parlent souvent des pressions qui sont impliquées au travail. Et c'est pas toujours facile de décider
où on place telle personne. Il y a certaines situations où on veut que la personne qui nous écoute a des compétences diversifiées, qui ont peut-être une perspective plus communautaire. Puis parfois, on doit vraiment gérer la douleur et les symptômes. Et avant de gérer cette situation, le patient était capable de parfois de communiquer. Donc, sans avoir, si vous n'avez pas un travailleur ou une travailleuse sociale, et je trouve ça vraiment déplorable que le groupe est sous-représenté en gestion de douleur. Mais si vous comprenez que vous devez avoir un service social qui gère une personne qui a peu de, de respiration, donc le travailleur social peut les aider, ce patient, à se calmer, à mieux respirer pour qu'il puisse communiquer avec son praticien. Et on veut parfois sortir le patient de leur corps, de l'aspect physique de leur douleur. Donc, si vous avez un travailleur social qui a des compétences en gestion de la douleur, alors vous pouvez prendre ce travailleur social qui pourra vous assister pour mieux communiquer et soigner ce patient qui est peut-être à court de respiration. Et on traite donc ces situations en tant qu'urgence. Je ne sais pas si j'étais très utile pour vous, mais je pense que toutes ces considérations peuvent faire partie de votre trousse d'outils. Et je pense que c'est une conversation que vous pouvez entreprendre avec tous les membres de l'équipe. Et je pense que ça peut contribuer à votre apprentissage aussi et à savoir comment on travaille ensemble. Et parfois, on doit vraiment faire des choix qui sont difficiles. Je serais très heureuse à la fin de ma carrière si plus de travailleurs sociaux euh, faisaient une concentration sur la gestion de douleur, sur la gestion de douleur. C'est vraiment un domaine vraiment pertinent, intéressant euh, à s'engager. Peut-on voir quelques mots sur votre travail à la mort, vis-à-vis la mort aux États-Unis, et vous pouvez peut-être fournir les différentes réalités. Il y a plusieurs façons de mourir, mais souvent les soins palliatifs euh, présentent un paradigme. Sur le projet Death in America. Ma participation, c'était de créer un groupe, un fellowship de post-graduation, et je suis nerveuse sur la phrase d'une bonne mort. Il y a plusieurs façons que les gens peuvent vivre, passer à travers la mort. Une personne qui a 32 ans, qui laisse deux jeunes enfants, on leur dit il faut laisser aller et de dire de passer, faire une mort paisible. Comment peut-on faire avoir une mort paisible lorsqu'on sait que nous laissons des enfants derrière nous? Donc ça, c'est le contexte dans lequel nous travaillons et c'est ce qui me rend parfois nerveuse à l'intérieur de mon travail. Parfois, on se sent comme un échec lorsqu'on n'a pas trouvé des résultats souhaités, surtout concernant à la gestion de la mort et de la douleur. Donc, c'est d'être capable de s'asseoir et de mieux comprendre les gens qui choisissent une voie différente. C'est vraiment un cadeau à plusieurs niveaux de pouvoir interagir avec ces gens. Mais si vous travaillez dans des systèmes, en système, dans les hospices, on parle beaucoup à savoir à quoi ressemble une bonne mort, entre guillemets, et c'est de vouloir, il faut vraiment accepter la variation sur la perspective concernant la mort et la vie. Mais c'est un cadeau vraiment de pouvoir, d'avoir l'opportunité de travailler dans ce domaine. Je me rappelle d'un exemple où il y avait un homme de 30 ans où j'ai réussi à le voir parce que l'infirmière principale m'a donné la permission de le voir, elle m'a fait confiance.
Donc, elle m'a dit qu'elle voulait que je rencontre une telle de famille. Elle m'a présenté et j'étais la seule qui parlait pas l'espagnol. Elle est restée avec moi. Elle faisait l'interprétation de l'anglais à l'espagnol. Et donc, cette personne, ce jeune homme qui était dans sa trentaine, il était emprisonné, il était tatoué et il est en train de lutter pour sa vie. Il est, et il approchait la fin de la vie. Il sentait un changement en lui. Il regardait sa mère. Et même s'il y avait un ordre de ne pas réanimer, il a demandé à sa mère d'appeler 911. Sa mère a appelé 911. Il a regardé sa mère et ses enfants. Il était mort à l'intérieur de l'ambulance. Ils avaient des t-shirts au service funéraire avec son image où il était représenté en tant que champion, en tant que lutteur. Et c'était donc son héritage. Et pour moi, je vois un peu comme un exemple de ski de fond. Parfois, certains font des skis de fond extrêmes. Et ces gens-là vont pas rencontrer une mort typique. Ils vivent donc leur vie différemment. Vous avez stimulé beaucoup de réflexion à mon égard parce que ici, au Québec, pour être admis en soins palliatifs ou en hospice, pas, pas en tant que service palliatif, c'est différent. Ça, c'est pour les patients qui sortent, mais vous ne pouvez pas être dans un hospice ou dans une unité. Vous pouvez uniquement être admis dans un soin palliatif si vous acceptez d'être non réanimé. Et absolument, c'est pareil aux États-Unis. En soins palliatifs aux États-Unis, dans les unités, vous pouvez anticiper une réanimation, mais vous devez aider les patients que les infirmières ne sont pas formées pour une telle chose. Une équipe va entreprendre cette réanimation, mais si vous voulez quelqu'un qui répond automatiquement, ils ne sont pas présents, mais on peut leur dire qu'on va tenter de faire ce type d'activité, mais ce n'est pas leur spécialité. Les compétences des infirmières au sein des unités palliatives aux États-Unis sont différentes. Donc, pour moi, je pense que on manque de beaucoup de gens qui pourraient bénéficier des services qui se trouvent en unité palliative, mais ils ne sont pas prêts à accepter de renoncer à la réanimation. Merci. Donc, je suis désolé de mettre fin, mais je sais que Terry doit nous quitter. Et je voulais vraiment la remercier pour prendre le temps de se joindre à nous aujourd'hui. Il y a beaucoup de sujets, d'éléments qui portent à réflexion. C'est maintenant le moment de la pause. Vous pouvez peut-être aller prendre un café et donc revenez à 10h30 où nous allons avoir un autre présentateur qui va présenter jusqu'à l'heure du dîner. Merci beaucoup, Terry.